Ils l'ont appelé le complexe d'appartements de luxe en hauteur le plus sûr de la ville, avec des murs grillagés, des gardes de sécurité en patrouille et des cartes-clés personnalisées nécessaires pour entrer, sortir et utiliser les installations, comme une piscine privée, une salle de sport et plus encore. Tout ce dont une femme seule pourrait avoir besoin pour se sentir en sécurité, n'est-ce pas? Parfois, prendre cette illusion de sécurité pour acquise peut entraîner des conséquences fatales. Le 5 avril 2024, juste avant minuit, une femme attend avec impatience de retourner à son appartement après ses voyages. Anya Pat est bien plus qu'un joli visage. Elle est une femme d'affaires célibataire et prospère qui gagne sa vie en vendant des produits en ligne. Elle subvient aisément à ses besoins, s'offrant des sacs à main luxueux, des bijoux onéreux et des tenues élégantes. Anne prend soin d'elle-même. On l'a vue rentrer en voiture vers 23h40 et maintenant elle est dans son immeuble, prenant l'ascenseur pour monter chez elle au 10e étage. Elle a ses écouteurs, discutant au téléphone tout en tenant la poignée de sa valise verte. Au téléphone se trouve son amie. Appelons-la Anna. Leur conversation est décontractée, discutant de son voyage, planifiant quand elles se reverront et comment Anya Pat ne peut pas attendre de prendre une douche chaude et d'aller au lit. Anna entend les clés d'Anya Pat tinter alors qu'elle déverrouille la porte de son appartement au 10e étage. Anya Pat avait précédemment exprimé son amour pour ce petit appartement confortable au bord du lac, appréciant particulièrement l'accès à une piscine, juste un étage en dessous, un centre de fitness et surtout la tranquillité d'esprit offerte par la vie dans un complexe sécurisé. C'était crucial pour Anya Pat, qui vivait seule et se méfiait des cambriolages et des vols fréquents dans les maisons du rez-de-chaussée de la région. Cependant, personne n'aurait pu anticiper l'ironie tragique qui allait se dérouler. Anna entend Anya Pat ouvrir la porte et entrer. Ceci est suivi d'un cri fort, puis du silence. La ligne coupe. Naturellement, cela l'alarme, et elle essaie frénétiquement de rappeler plusieurs fois, désespérée de joindre son amie, mais en vain. Sachant que quelque chose ne va pas, Anna veut vérifier sur Anya Pat, mais ne veut pas y aller seule, alors elle décide d'appeler un ami commun. Appelons-le Benny. Elle explique rapidement la situation à Benny qui, étant le champion qu'il est, accepte de tout laisser tomber et d'accompagner Anna à la résidence d'Anya Pat. Il est maintenant 1h du matin quand Benny la récupère et qu'ils se rendent à la résidence. Ils s'approchent du gardien de sécurité en service, lui disent qu'ils sont des invités et expliquent qu'ils ont entendu leur amie crier et qu'ils n'ont pas pu la contacter depuis. Le gardien explique qu'à cette heure tardive, il ne peut pas les inscrire en tant qu'invités sans l'invitation d'un résident, probablement indisponible à ce moment-là. Il accepte cependant de sonner chez Anya Pat pour s'assurer qu'elle va bien. Quand il n'y a pas de réponse, il suggère qu'ils attendent quelques minutes au cas où elle dormirait. Anna et Benny insistent pour qu'il aille voir cette personne sans attendre. Après quelques minutes de discussion, le gardien accepte d'accompagner le groupe à l'appartement d'Anya Pat. Il prend la clé principale, laisse une note aux invités indiquant son retour imminent. Les trois prennent l'ascenseur pour atteindre l'appartement d'Anya Pat au 10e étage. Le gardien sonne à la porte et frappe, se présentant, mais ne reçoit toujours pas de réponse. De plus en plus inquiets, Anna et Benny l'exhortent à ouvrir la porte. Il accepte à contre-cœur et déverrouille la porte avec sa clé maîtresse. Il est maintenant 1h22 du matin, environ 1h30 après le dernier échange entre Anna et son amie. L'appartement est plongé dans l'obscurité et le gardien cherche l'interrupteur. Il appelle aussi, annonçant sa présence à quiconque pourrait écouter, déclarant qu'il entre dans l'appartement pour s'assurer que tout va bien. Dès que le gardien actionne l'interrupteur, tous les trois se figent. L'appartement est en désordre complet. Les tiroirs sont ouverts, les vêtements et les affaires sont éparpillés partout. On dirait qu'il a été totalement vandalisé. Mais ce qui choque vraiment tout le monde, c'est la vue d'un corps allongé face contre terre, dans une immense flaque de sang. Anna crie involontairement, reconnaissant la forme générale, les vêtements et les cheveux de son ami. Le reste est un horrible gâchis sanglant. Il est clair que quelqu'un l'a brutalement attaqué et l'a laissé saigner à mort. Benny essaie de consoler Anna, mais ils ne peuvent rien faire. Le garde vérifie le pouls, mais il est évident qu'Anya Pat est partie depuis un certain temps. Ils ont immédiatement composé le numéro des services d'urgence.
La police de la station de police Ratan Tibet à proximité est arrivée rapidement, a bouclé la zone et a commencé son enquête. Un examen du corps d'Agnapat a révélé de multiples blessures par arme blanche à son cou, son visage et ses bras, ces dernières étant des blessures défensives, indiquant qu'elle s'est défendue. Son heure de décès a été approximativement établie à 2 heures avant leur arrivée, ce qui correspond à quand Anna a entendu Agnapat crier. Un médecin légiste a plus tard déterminé que la blessure mortelle était à son cou, coupant probablement son artère carotide, ce qui explique la perte massive de sang. L'artère carotide, étant l'une des plus grandes du corps, est responsable du transport du sang du cœur vers le reste du corps. Il y a eu une lutte remplie d'adrénaline qui a accéléré son rythme cardiaque, causant une perte de sang plus importante. Le seul réconfort est qu'elle a probablement perdu connaissance rapidement, sans trop souffrir. Maintenant, la police et les journalistes spécialement autorisés sur les lieux du crime en Thaïlande ont un seul objectif, trouver celui qui est responsable de cette fin macabre. Au début, la scène suggérait un vol qui avait mal tourné, mais il était possible que la scène ait été mise en scène pour dissimuler un motif caché. La police a interrogé ses amis pour savoir si Agnapat avait des ennemis, des dettes ou des transactions qui pourraient fournir un motif à quelqu'un pour lui faire du mal. Cependant, les 2 amis insistaient qu'ils ne connaissaient personne qui voudrait nuire à Agnapat. Poursuivant leur enquête dans l'appartement, la police a découvert une empreinte de pied ensanglantée sur le balcon, suggérant que l'intrus aurait pu s'échapper par là. Mais cela semblait improbable. Les écarts importants entre chaque étage de l'appartement rendaient difficile pour quelqu'un de descendre. Ils ont peut-être utilisé une corde ou descendu sur le pont de la piscine en dessous. Le pont était assez large pour qu'ils puissent sauter, rouler à l'atterrissage et potentiellement s'échapper indemnes. Ils devraient être assez en forme pour tenter une telle manœuvre en premier lieu. Les détectives sur place se sont instinctivement tournés vers les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra orientée vers le côté balcon de l'immeuble qui aurait facilement capturé le coupable en train de descendre. Cependant, ils ont raisonné que le coupable devait apparaître sur au moins une caméra en quittant les lieux, car il serait impossible de quitter les murs grillagés sans passer par la porte d'entrée. De manière surprenante, leur première recherche fut un échec total. C'était comme si le coupable s'était évaporé dans la nature. Les images de la vidéosurveillance à l'extérieur de l'appartement d'Agnapat ne montraient personne d'autre entrant ou sortant de sa chambre. Le gardien et ses amis sont entrés ensuite, suivis des détectives et des journalistes. Quelque chose ne collait pas. Le coupable ne pouvait s'évaporer. L'appartement a donc été méticuleusement fouillé. Personne ne pouvait se cacher à l'intérieur. Étonnamment, en examinant la terrasse de la piscine, les détectives ont trouvé une paire de shorts bleus ensanglantés, appartenant très probablement à l'agresseur. Ces derniers ont été immédiatement envoyés au laboratoire, suggérant qu'ils avaient probablement affaire à un suspect masculin de taille moyenne à grande. Cependant, la véritable percée est arrivée lorsqu'ils ont examiné le balcon et trouvé une faible trace de sang menant vers le haut. Il semblait qu'ils avaient cherché au mauvais endroit tout ce temps. Le coupable n'avait pas échappé en sautant d'un étage. Il avait réussi à grimper, un exploit difficile mais pas impossible pour quelqu'un de en forme et adroit. Avec ce nouvel indice, la police a immédiatement commencé à fouiller les étages supérieurs, en commençant par l'appartement juste au-dessus du sien. Le 11e étage était entièrement vide, et les portes du balcon étaient verrouillées sans signe d'effraction. Ils ont donc procédé au 12e. Ils souhaitaient interroger toute personne du complexe qui aurait pu entendre quelque chose cette nuit-là. Lorsqu'ils ont sonné à la porte et se sont identifiés comme étant de la police, un homme et une femme ont ouvert la porte, probablement un couple. Les 2 officiers ont remarqué de nombreuses égratignures fraîches sur le visage et les mains de l'homme. Ils ont échangé des regards, comprenant mutuellement leurs pensées. Ils ont aussitôt convoqué l'homme et sa compagne pour un interrogatoire. Les égratignures sur le visage de l'homme semblaient récentes et les 2 individus devaient être interrogés séparément pour vérifier leurs histoires. L'homme s'est identifié comme le lieutenant Girawat, un trentenaire qui travaille au quartier général des Forces armées royales thaïlandaises. Girawat a déclaré qu'il était seul chez lui avec sa petite amie ce soir-là, veillant tard pour préparer la semaine à venir en faisant des tâches ménagères. Il a dit qu'il n'avait entendu aucun cri, n'avait jamais vu la victime auparavant et n'était même pas au courant qu'elle vivait dans l'immeuble.
Il a dit qu'il faisait la lessive et nettoyait l'appartement avant l'arrivée de sa petite amie ce soir-là. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à ce qu'on lui pose des questions sur les égratignures sur son visage. Son comportement a changé suite à une dispute avec sa petite amie cette nuit-là, a-t-il dit. Quand on a insisté, il s'est montré défensif. Les détectives lui ont demandé si Agnapat n'était pas plutôt responsable des égratignures. Une fois de plus, Girawat a nié toute connaissance du crime, réitérant encore qu'il ne l'avait jamais rencontré de sa vie. Cependant, sa copine avait une autre version. Elle est rentrée chez elle cette nuit-là, le 7 avril, vers 1h55 du matin. Elle a été surprise de voir son petit ami faire la lessive et nettoyer leur appartement, mais n'y a pas prêté attention sur le moment. Ils sont allés se coucher peu après et, étonnamment, elle n'a jamais mentionné leur dispute. Interrogée à ce sujet, elle a semblé surprise et a nié toute bagarre physique avec son petit ami, affirmant qu'ils s'étaient disputés mais que cela n'avait jamais dégénéré en violence physique. Les détectives étaient maintenant très intéressés à entendre son récit et à l'interroger davantage. Elle semblait coopérer pleinement avec eux. Lorsqu'on lui a demandé si quelque chose dérangeait son petit ami, elle a mentionné qu'il avait une addiction au jeu et qu'il lui avait récemment demandé de l'argent, mais elle l'a refusé. Lorsqu'on lui a montré une photo du short bleu ensanglanté, elle l'a immédiatement reconnu et a dit qu'il ressemblait à celui qui appartenait à son petit ami. Avec un motif fort et potentiellement un suspect maintenant identifié, la police a poursuivi son enquête. Sur les images de la vidéosurveillance, ils ont remarqué qu'un jour avant le crime, le 5 avril, Agnapat quittait son appartement à 10h23, tirant la poignée de sa valise verte. Ils croient que Girawat a remarqué cela et a réalisé qu'il pouvait descendre et la voler pendant son absence. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'elle reviendrait si tôt, pratiquement le lendemain. Il est très probable qu'il avait prévu de la voler pendant son absence, en utilisant sa formation militaire et sa condition physique pour descendre de son balcon jusqu'au sien. Et malheureusement, elle avait laissé sa porte de balcon déverrouillée. Alors qu'il volait dans son appartement à minuit, elle est rentrée chez elle par hasard, le prenant complètement au dépourvu. Pour rappel, elle est rentrée moins de 48 heures plus tard, vue en train de rentrer vers 23h40. Et entrant chez elle vers minuit. Après qu'Agnapat est entré dans son appartement en appel avec son ami, ce qui s'ensuivit était impardonnable. Girawat l'attendait en embuscade, et quand elle s'y attendait le moins, il a attaqué, la poignardant et la tuant de manière brutale. Elle s'est défendue vaillamment, mais prise au dépourvu et dominée, elle ne pouvait pas faire grand-chose pour se défendre. Je dois dire que c'est une spéculation de ma part, et basée sur les dernières nouvelles de cette affaire. L'affaire doit encore être jugée et il y a toujours une chance que, malgré les apparences, la vérité puisse être quelque chose de complètement différent. Maintenant, les avertissements mis à part, si vous continuez à regarder, je passerai en revue toutes les preuves découvertes qui semblent indiquer de manière assez concluante que Girawat était bien celui qui a commis le crime. Après avoir arrêté Girawat, la police a obtenu un mandat pour fouiller minutieusement son appartement. En examinant plus en détail les images de la vidéosurveillance de cette nuit-là, on peut voir Girawat à l'extérieur de son appartement après le meurtre, jetant des ordures et d'autres objets à la poubelle. Il marque une pause et regarde brièvement la caméra de surveillance. Ce comportement est inhabituel pour quelqu'un qui vit dans l'appartement et qui a dû passer devant cette caméra des centaines de fois auparavant. Ces petits indices comportementaux semblent innocents en eux-mêmes, mais lorsqu'ils sont ajoutés ensemble, ils deviennent plus importants que la somme de leurs parties. Dans l'appartement de Girawat, les détectives ont trouvé ce qu'ils considèrent comme le pistolet fumant l'impliquant dans le vol et le meurtre d'Agnapat cette nuit-là. Ils ont trouvé des bijoux qui lui appartenaient cachés dans la bouche d'une figurine M&M. De plus, ils n'ont pas mis longtemps à trouver l'arme du crime probable, une paire de ciseaux bleus avec des taches de sang dessus. À moins que ces preuves n'aient été placées, il est vraiment stupéfiant de se demander pourquoi Girawat aurait en sa possession les bijoux appartenant à Agnapat et l'arme présumée dans son appartement. Pourquoi n'a-t-il pas au moins jeté l'arme du meurtre quand il sortait les poubelles? Il semble presque trop pratique de trouver des preuves aussi convaincantes le liant au crime dans son appartement. Mais encore une fois, c'est un vrai crime, et souvent les actions et les motivations des gens ne suivent pas ce que nous nous attendrions à trouver dans un scénario idéal.
La police ignore encore comment le short taché de sang de Girawat a atterri au 9e étage. Une station de télévision a supposé qu'il les a simplement jetés, suggérant que l'homme n'est pas bien dans sa tête. Dans tous les cas, il y a plus qu'assez de preuves pour monter un dossier solide contre lui. Maintenant, parce que Girawat est un membre actif de l'armée thaïlandaise, il sera jugé dans un tribunal militaire selon les lois de la nation. Les détectives ont déjà remis leur dossier et leur travail d'enquête à l'équipe de poursuite militaire. Girawat est en prison attendant son procès qui pourrait le condamner à mort s'il est jugé coupable. Il nie catégoriquement toute implication dans le crime. Sa petite amie n'est accusée ni soupçonnée d'aucun acte répréhensible et ses déclarations pourraient être utilisées comme preuve contre lui. La tragédie dans tout cela est une femme belle et réussie qui rentrait simplement chez elle, minding her own business, et qui n'aurait jamais pu s'attendre à être si brutalement attaquée et assassinée chez elle. Alors que ses amis ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour vérifier si elle allait bien, il aurait été préférable de simplement contacter la police au moment où ils ont entendu son cri. Qui sait, la police aurait peut-être pu arriver à temps pour appeler une ambulance et la sauver. Agnapat, puisses-tu reposer en paix, et que justice soit faite très bientôt contre le mal qui t'a été fait. Que pensez-vous que vous feriez dans cette situation? Est-ce que verrouiller la porte du balcon aurait dissuadé l'agresseur? De plus, connaissez-vous quelqu'un qui, à cause de ses problèmes d'addiction, a fait des choses terribles? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Mes amis, restez vigilants, restez en sécurité et merci à tous pour votre incroyable soutien, surtout à ceux qui ont regardé tous mes dossiers jusqu'à présent. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est Victor, à la prochaine.